Bienvenue d'abord pour cette première séance du nouveau cycle de ces dialogues de la salle Labrousse. Je vais dire quelques mots sur ces dialogues avant de présenter la séance de ce soir. Ces dialogues sont organisés conjointement entre le département des études et de la recherche de l'INHA et le département de la bibliothèque, avec mon collègue Olivier Mabi qui est au fond. Et ces dialogues permettent de présenter une fois par mois des ouvrages relativement récents et sous une forme de dialogue avec donc un ou plusieurs invités. Alors, il y a une petite plaquette qui circule, qui doit être à l'entrée et qui vous présente la programmation pour 2019-2020. Et donc ces dialogues permettent plusieurs choses, outre d'ouvrir la salle Labrouste à tous. Ils permettent aussi de donner à entendre ce qu'il se fait en salle Labrouste, puisque c'est le résultat de ces recherches qui parfois sont menées ici, qui sont présentées à tous. Donc voilà, bienvenue en salle Labrouste et bienvenue à l'INHA. Et pour la séance de ce soir, nous avons le plaisir de me ravir d'accueillir trois invités pour discuter de l'ouvrage de Liz Clayson, Illuminated Paris, Essays on Art and Lighting in the Belle Époque. L'ouvrage est en anglais, mais la soirée se déroulera en français. Nous sommes ravis d'accueillir Liz Clayson à plusieurs titres. D'abord de la revoir ici à l'INHA, une maison qu'elle connaît bien, pour y avoir fait des recherches, être restée aussi comme chercheuse invitée ici. Et puis aussi, nous allons revenir sur ce pari de la seconde moitié du 19e siècle, et la salle Labrouste s'y prête tout particulièrement. Liz Clayson est professeur d'histoire de l'art à la Northwestern University, tout près de Chicago. Son premier ouvrage, en 1991, était consacré à la figure de la prostituée dans la peinture du 19e siècle, Painted Love, Prostitution in French Art of the Impressionist Era, qui a été republié en 2003 et en 2014. On lui doit également une belle analyse du siège de Paris en 1870-71, de son poids sur les artistes et leur production, avec un ouvrage publié en 2002, Paris in Despair, Art and Everyday Life under Siege, publié aux presses de l'Université de Chicago en 2002 puis 2005. Il sera question d'éclairage et d'électricité ce soir, mais pas uniquement d'électricité, on y reviendra. Et les réflexions de Liz Clayson sur ces sujets avaient déjà fait l'objet d'une exposition au Clark Institute en 2013, Electric Paris. Et on les retrouve également dans le catalogue de Jody Upman sur Degas en 2016 avec un article intitulé Darkness and the Light of Lamps. Toujours en 2016, elle publie en coédition avec André Dombrowski Is Paris Still the Capital of 19th Century? Essays on Art and Modernity. Donc en 2016, un ouvrage auquel avait d'ailleurs contribué Hélène Valence, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et Liz Clayson, je cite tous ses titres, mais ça nous révèle à quel point Liz Clayson est chez elle à Paris. Et ses travaux actuels s'attellent à un symbole, la Tour Eiffel, à laquelle il serait difficile d'échapper, The Inescapability of the Eiffel Tower. Donc un grand merci à Liz Clayson pour sa présence ce soir et sa présence en salle Labrouste. Pour échanger sur son ouvrage, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités, Hélène Valence et François Blanchetière. Hélène Valence est maître de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, agrégée d'anglais et spécialiste de l'art américain du 19e siècle. On lui doit notamment ce bel ouvrage paru en 2015, Nuit américaine, l'art du nocturne aux États-Unis, qui a été traduit en anglais et publié par les presses de l'Université de Yale en 2018. Ses recherches actuelles s'intéressent aux représentations de l'histoire dans les beaux-arts et la culture visuelle dans les États-Unis des 19e et 20e siècles. Et je signale qu'elle organise un réjouissant colloque sur l'anachronisme en mars prochain. François Blanchetière est conservateur du patrimoine au Musée des Beaux-Arts de Tours, responsable des collections 19e, 21e siècle. Et après avoir été pendant plus de 10 ans, conservateur au musée Rodin, on lui doit nombreuses expositions au musée Rodin. Je citerai notamment en 2007 Rodin et le Japon, qui je cite aussi parce qu'on a des projets ici, l'INHA, autour du prochain festival d'histoire de l'art sur le Japon. Donc nombreuses expositions, et puis plus récemment à Tours, Monumental Balzac, qui célébrait le 220e anniversaire de sa naissance à Tours. Et dans le cadre, si je peux dire, du réseau FRAME, French Regional American Museum Exchange, il a travaillé à un projet sur le nocturne d'un point de vue transatlantique,
d'où sa présence ce soir pour parler justement de ces questions. Nous les remercions tous les trois très vivement de leur présence ce soir pour inaugurer ce nouveau cycle des dialogues. Et puis merci à vous également pour votre présence. Je leur laisse la parole. Je les invite à monter sur l'estrade. Pour vérifier que ça marche. Oui, ça marche. À mon avis, ça c'est un peu trop. On va le mettre comme ça. Comme ça. Bon, je vais commencer par disant carrément rien. Parce que l'idée, c'est bien sûr que c'est un dialogue et mes chers collègues, ils ont préparé les questions. Donc, on va commencer avec leurs questions. Et on va bien voir si j'ai des réponses. et pour faire bouger le PowerPoint. On va prendre ça. En tout cas, merci pour cette introduction, Pauline. Et merci, moi je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec François et Holly. Moi, je voudrais qu'on commence peut-être avec ces deux images, Holly, parce que vous nous avez expliqué que elles étaient un peu à l'origine du projet. Je voudrais savoir en quoi elles sont très différentes déjà, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, un peu la source de ces recherches? Oui, merci, avec plaisir. Mes projets, si je peux généraliser, pourquoi pas, mes projets commencent avec la confrontation avec une œuvre d'art. Je la regarde et je pose les questions. Il y a quelque chose qui m'intéresse, qui je ne comprends pas, quelque chose comme ça. Et à la fois, il y a toujours les questions qui concernent une œuvre d'art qui sont, disons, au carrefour des questions historiographiques. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans l'histoire de l'art qui n'ont pas produit une explication de l'œuvre d'art qui m'intéresse, quelque chose comme ça. Donc, c'était exactement dans l'année 2001, la toile de Van Gogh, c'était dans une exposition à Chicago, d'où je suis, et je l'ai regardée vraiment de près pour la première fois. Et j'ai noté, c'est pas énormément profonde, mais j'ai noté qu'il a créé, c'est évident, qu'il a créé une compétition entre la lumière naturelle et l'éclairage artificiel. C'est vraiment là l'histoire c'est là le narrative, c'est l'histoire de la toile. On a d'un côté, n'est-ce pas, les étoiles. D'autre côté, il y a les réverbères en gaz, là. C'est à côté d'Arles, c'est vraiment, oui, c'est à Arles, en Provence. Et moi, quand j'ai examiné soigneusement, j'ai découvert que s'il y a une espèce de compétition, soit guerre entre les deux technologies de lumière, c'est les éclairages artificiels qui ont gagné. Donc ça m'a intéressé. Pourquoi bâtir une situation comme ça? Et de l'autre côté,
J'étais invitée d'écrire un texte sur les diverses images de l'intérieur à Paris. Et il y avait pas mal d'images par Mary Cassatt. Et j'ai commencé à examiner les eaux fortes qu'elle a fait d'après ce dessin. Et dans chaque feuille de papier, il y avait cette lampe. Et dans chaque cas, il y avait une lampe avec le cheminée coupée. Bon, j'ai commencé à poser des questions. Pourquoi cette lampe? Pourquoi avec un aspect coupé? Pourquoi est-ce qu'elle a concentré sur une lampe, une moderator lamp? À l'époque, quand l'éclairage de Paris c'était en train de changer. Donc, j'ai imaginé que j'allais découvrir une connexion entre l'imagerie de ces eaux fortes et les technologies de la lumière à Paris. Bon, alors, la combinaison m'a plongé dans l'histoire des éclairages à Paris. Tac. Mais il s'agit, dans l'eau forte de Cassatt, là, c'est une lampe à huile, on est d'accord, dont la cheminée est coupée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'appareil en entier. Oui. Pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec les méthodes d'éclairage du temps de Cassatt. Oui, c'est l'aspect de globe qui domine finalement. Ouais. On va retrouver à d'autres moments cette forme d'éclairage, une petite lune en quelque sorte, domestique. Oui, peut-être on va voir plus loin une des eaux fortes basée sur le dessin et je peux dire quelque chose sur la liaison que je vois entre la lampe à l'huile à l'intérieur et les lampes dans la rue, dans les boulevards dehors à Paris. Peut-être moi juste une remarque et puis une question sur La Nuit étoilée de Van Gogh, qui est quand même une œuvre, c'est ce genre d'œuvre qu'on a tellement vu qu'on les regarde plus vraiment. Et je trouve très intéressant que vous la présentiez comme une victoire de l'éclairage, que vous la commentiez en disant que l'éclairage artificiel a gagné, alors que ce qu'on a regardé le plus souvent dans cette œuvre, ce sont les étoiles, c'est éventuellement les constellations. J'avais été très intéressé puis un peu agacé par l'ouvrage d'Albert Boehm sur La Nuit étoilée, où il essaye de démontrer que Van Gogh est loin d'être un fou, puisqu'il a représenté de manière méticuleuse l'apparence du ciel, la constellation telle qu'elle se présentait, tel jour, à telle heure, et donc il a peint exactement ce qu'il a vu. Il suffit de regarder le tableau pour se dire que c'est un peu plus compliqué. Mais on a beaucoup commenté les étoiles, et vous regardez la lumière artificielle. On ne veut pas examiner trop de détails, mais Albert Boehm, il a étudié l'autre Starry Night, le Starry Night plus fameux. Ça, c'est le deuxième. C'était la première Starry Night, mais c'est moins fameux. J'ai l'impression que c'est bien connu ici. L'autre Starry Night, c'est dans le Museum of Modern Art à New York, n'est-ce pas? Et ce qu'il a noté, que c'était vraiment les étoiles qu'on voit. Oui, je suis d'accord, that's the Big Dipper. Mais ce qui est frappant dans cette toile, c'est que si on le regarde rapidement, on va conclure que les bandes de jaune sur la rivière, ce sont les réflexions des étoiles. Non. Si on regarde très, disons, lentement, soigneusement, on note que les bandes de jaune, même la couleur, correspondent avec les réverbères sur le côte du Rhône. Arles, la petite ville d'Arles au sud, était très technologisée, très industrialisée, et ils ont mis un système d'éclairage très moderne. Dans l'année quand Van Gogh a déménagé à Arles, et il était très intéressé par ça.
aussi bien que les étoiles. Donc, ils sont ensemble. Mais les réverbères ont gagné. Et d'ailleurs, Hélène, vous aviez commenté dans Nuits américaines l'apparition d'un paysage nocturne urbain comme une conquête, une nouvelle frontière, si je me rappelle bien. C'était cette idée de gagner, en tout cas, elle est présente dans l'art américain de l'époque. Oui, alors c'est une rhétorique américaine en particulier, mais c'est vrai que il y a cette idée que la lumière naturelle et que la nuit en tant que telle disparaît avec la technologie. Et enfin, je pense que c'est l'argument qu'il faut retenir de votre ouvrage, cette compétition entre la lumière d'un côté, les étoiles, la lune et l'éclairage, le tout dans votre cas associé à Paris Ville Lumière et cette redéfinition en fait de ce que c'est que Paris Ville Lumière à travers ces éclairages. Moi, je voulais un peu qu'on revienne aussi sur la façon dont la technologie introduit de nouvelles significations pour ce terme ville lumière, pour les artistes, pour leur public, et puis peut-être même aussi pour les historiens de l'art. Peut-être que je dois dire que quand j'ai commencé ce projet, quand j'avais 18 ans, n'est-ce pas, j'avais l'idée que l'étoile qu'on vient d'examiner et quelques autres m'a suggéré qu'il y avait peut-être il y avait un intérêt parmi les artistes, disons les artistes avancés de l'époque, dans l'éclairage aussi bien que la lumière. Donc j'avais l'idée que j'allais écrire un livre avec le titre Electric Paris, Paris électrique. À 18 ans. J'étais confident, oui, à 18 ans, oui, j'étais confident que j'allais dire une histoire de le changement à Paris, la ville lumière, de illumination par gaz à illumination par électricité. Mais ça, c'est pas du tout l'histoire que j'ai découverte. Par contre, la capitale française a resté une ville illuminée par gaz jusqu'au fin du siècle. La blague, c'est qu'au lieu de Electric Paris, peut-être il va me falloir nommer le book Gaseous Paris. Paris gazeux. Oui, Paris gazeux. Mon éditeur était contre. Mais de toute façon, quand j'ai commencé à faire des recherches qui ont concerné l'histoire technique des éclairages, j'ai découvert rapidement qu'il y avait une nouvelle technologie qui était trouvée choquante entre les années qui étaient très importantes pour moi à la fin, les années entre 1978 et 1981. C'était les années des arc lamps, des lumières, les lampes à arc, on les a appelées les bougies Jablokov. C'était un Russe qui les a inventées. Donc c'était nommé après Jablokov. Non. Il y a une image qui le montre. No, that doesn't show it. Excuse me. Non, tout ce que je veux dire, et vous allez bien voir il y a une connexion entre les nouvelles lampes à arc et l'image de Mary Cassatt, les globes. Mais la ville de Paris, c'est très compliqué. Il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît cette histoire très, très bien détaillée. Mais les lampes à arc étaient mises dans quelques boulevards, quelques avenues comme expériment. Et ils les ont mis dans l'avenue de l'Opéra. Mais c'était temporaire. C'était là pour quelques mois, quelques années, et tac, c'était removed. On les a retirés. Oui. Donc, c'était pas le commencement d'une transition, c'était une interruption dans le royaume, disons, du gaz. OK. Next question.
Mais c'est ça qui frappe justement aussi, c'est la diversité en fait de ces éclairages. On a tendance effectivement à pas se rendre compte même de l'impact visuel différent que ça a, et surtout, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est de voir les diverses façons dont les artistes réagissent aux diverses technologies. Should we, Peut-être qu'on peut on peut va montrer les... à Kai- Voilà. Ah bah ça c'est Donc ça, c'est les ça, éclairages oui, ça, anciens. Donc, ça c'est compliqué parce que j'ai bien l'impression que beaucoup de personnes dans cette salle connaissent très très bien l'œuvre très fameuse de Gustav Caillebotte. C'est une œuvre d'art bien aimée chez moi. C'est dans le musée à Chicago. Mais la question, ce sont les deux détails. La question posée par cette œuvre d'art, par cette peinture, il y a beaucoup de questions, mais une question qui n'était jamais answered, auquel On n'a jamais on n'avait pas une réponse, c'est pourquoi cet réverbère énorme au centre, en vert en plus, qui n'est pas évident, qui n'est pas illuminé, c'est le jour, c'est le temps de pluie. Et j'ai découvert, suivant les autres experts, que ce n'était pas illuminé, c'était énorme et c'était un lampe d'un style ancien, c'est-à-dire c'était peint en 1877, mais la lampe c'est le style des années 30. Alors pourquoi une lampe ancien style dans une toile qui pour la plupart, les experts disent que c'est une célébration de Paris transformé par Haussmann. C'est un Haussmannized space avec les relations sociales tout à fait changées, mais avec cette lampe comme ça au milieu. Et pour moi, c'était le commencement d'un argument qui a noté qu'il y a pas mal d'artistes qui étaient très intéressés par le mobilier urbain et on le trouve toujours dans le jour, pas dans la nuit, dans leurs images. Les peintures aussi bien que les photos. That's not really an answer, but it's a start. C'est-à-dire que c'est par exemple les photos de Charles Marville notamment qui se passionnent pour ces becs de gaz qui sont en train de disparaître plus ou moins. En tout cas, il y a une évolution, vous le disiez. Il n'était pas exactement en train de disparaître. Quand Marville les photocopie, les photographies, pardon, c'est en pleine actualité. Tout à fait. Avec Caillebotte, peut-être un peu moins. Avec Caillebotte, c'est compliqué parce que c'est pas une lampe actuelle. C'est un lampe qui a survécu les changements. Mais ça indique disons, un intérêt dans les appareils techniques dans la ville. Et on doit constater que la ville lumière, tout le monde sait que c'était une métaphore. Le nom la ville lumière, ça vient du XVIIIe siècle. C'était la ville de Paris, c'était au centre of the how do you say enlightenment? Les lumières. Les lumières. Voilà. Mais c'était petit à petit pendant les années 1840 et 50 que la ville lumière a perdu sa status comme métaphore et c'était petit à petit compris comme une description d'une ville, d'une énorme ville pleine de réverbères en gaz. Un sens littéral, la ville lumière au sens littéral. Oui, mais c'était gaz, pas électricité. On peut peut-être voir d'autres... Oui, ça, ok. Donc là, un peintre américain à Paris. Voilà. Avec une relation un peu ambivalente, du coup, à ces éclairages technologiques, à cette technologie de l'éclairage. On voit La cohabitation de sources lumineuses multiples. Et c'est en ça que je trouve que le livre est très réussi. Un des signes, c'est
toujours quand un livre ou une exposition nous aide à voir des choses qu'on n'aurait pas remarquées, que tout d'un coup on regarde et on voit, ah oui, c'est vrai, il n'y a pas que la Lune là, il y a d'autres sources lumineuses et puis il y a les reflets. Ça, c'est toujours le signe qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une idée qui se cristallise et qu'on se met à repérer des choses qu'on n'aurait pas repérées avant. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela, Olis, de cette cohabitation de différentes sources lumineuses dans le tableau? Alors, c'était... Sargent a fait cette toile, il a fait deux, les jumeaux dans l'été de 79. Et ce qui m'a intéressé, que j'ai découvert, c'est évident, c'est dans la fabrique visuelle qu'il y a la lune qui monte, il y a la réflexion des rayons de la lune sur l'eau dans le bassin des bateaux. Il y a, si vous regardez très soigneusement, il y a des petites boules d'orange dans les arbres parce qu'il y a des réverbères en gaz sur le boulevard à côté. Et il y a le monsieur qui fume. Donc il y a un morceau de lumière en rouge là. Et j'ai découvert, c'était un jour très heureux pour moi. J'ai découvert que pendant que le jeune Sargent était en train de peindre le Luxembourg, on a implanté dans la rue Soufflot à côté des lampes à arc. Et c'est à côté du Panthéon, c'est la rue Soufflot, derrière les arbres là. Donc pendant la période qu'il a travaillé dans le jardin, il aurait dû observer la nouvelle lampe à côté. Je dis pas que ce sont la lumière des lampes à arc dans le tableau. Non. Par contre, let's look at the next picture. J'ai découvert ce dessin brillant à la fois par charme. La lune se réargentant elle-même pour paraître plus brillant que la lumière de M. Yablokov. Exactement, c'est le thème, si vous voulez, de la peinture de Sargent. C'est la lune qui brille forcément. Would you go back to Sargent if you would? Là, sur le bassin, il a exagéré, si vous voulez, la lumière, les rayons qui sont venus de la Lune pour combattre le nouvel éclairage à côté. Donc, on pouvait dire, j'ai essayé de dire que les réflexions sont exagérées on behalf of the moon, pour assister la Lune. Au profit de... Oui, au profit de la Lune. Et que les réflexions sont, d'une certaine façon, on peut les lire également comme l'éclairage, le brillant éclairage derrière les arbres displaced onto the light of the reflected light of the moon. Okay. Donc il y a il a connu, il a reconnu, mais il a refusé, il a transformé à la fois. Donc c'est une toile assez subtile, assez compliquée à mon avis. Assez étrange, moi je trouve. Et pour une anecdote personnelle, tout à l'heure, Pauline évoquait l'exposition sur laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans, pas tout seul, parce que je voudrais saluer la présence de Ghislain Lauvergeat qui était à l'origine en fait, de ce projet pour le Musée des Beaux-Arts de Tours. Le projet portait sur le paysage nocturne, c'est-à-dire la nuit, plus que la lumière. Le point de vue est presque... On part de l'autre côté en quelque sorte, mais on se rejoint autour du paysage urbain, dans lequel la nuit est combattue, effectivement. En tout cas, elle recule un peu face à la lumière. Et ce tableau-là, ou l'un des deux, puisqu'il y en a 2 versions, moi je ne le retenais pas pour une exposition sur le paysage nocturne. Il s'agit d'un paysage, pour moi il n'y a pas trop de soucis, un paysage urbain. En revanche, pour moi, ça n'est pas vraiment un nocturne. On est peut-être plutôt au crépuscule. En tout cas, les moyens plastiques utilisés par Sargent ne sont pas du tout typiques
de la peinture de nocturne. On est dans une peinture de jour, Tant mieux. peut-être, mais du coup, il ne m'intéressait pas pour cette exposition. Oui, mais dans mon cas, j'étais intéressée par les œuvres d'art dans lesquelles il y avait recognition, Reconnaissance. la connaissance des changements dans l'environnement, mais pas dans un sens assez simple. C'est pas description, mais c'est connaissance mélangée avec, dans certains cas, dénonciation, refusal, disavowal, negation and ambiguity. Tous les mots principaux pour l'histoire de l'art, pour lesquels je ne connais pas les mots en français. Ils sont assez proches, mais c'est Oui, vrai que le crépuscule, mais- c'est ça. On hésite encore entre le jour et la nuit. On ne sait pas exactement, est-ce qu'on est toujours dans le jour ou déjà dans la nuit? C'est l'heure bleue, c'est le crépuscule quand la lune commence à monter, ça c'est sûr. Mais comme il y a dans cette œuvre d'art une combinaison si subtile et si compliquée, il n'est pas question qu'il a compris, qu'il avait quelque chose très, très particulier qui était en train de transformer l'atmosphère visuelle de sa ville adoptée. Il n'avait que 23 ans quand il a fait, pas mal. Hein. Mais on est vraiment dans une zone grise, moi, je Ouais. trouve. Oui, Entre oui. cette espèce d'anachronisme de déplacement et d'hésitation entre l'acceptation et le rejet. Quoi. C'est aussi que Whistler est passé par là. On n'a pas encore parlé de Whistler, mais ce terme de gris, cette brume, cette hésitation, cette dissolution des formes, on n'est pas là-dedans. Mais je veux dire que Whistler a introduit beaucoup de subtilité, beaucoup de nuances. On n'est pas seulement dans le jour ou la nuit. Il y a les étapes intermédiaires sont nombreuses finalement. Oui, on peut pas du tout nier l'influence de Whistler, mais mon sujet c'était l'atmosphère dans la ville lumière, c'est-à-dire et en plus ce qu'il a fait Whistler, on dirait jamais que c'était un Whistler. Il a une atmosphère et tout, et une clarté tout à fait différente. Il y a que je discute dans le livre, il y a des autres toiles par Sargent à Paris qui la poursuit, dans lesquelles on voit également un intérêt dans les nouvelles éclairages dans la ville. Dans les autres, on est à l'intérieur d'un cirque. Il était très intéressé par les effets visuels des lampes à arc à l'intérieur, aussi bien que dans la rue. Si on peut regarder. Et, ouais. Celle-ci, Hélène ? Oui, c'est intéressant cet usage, enfin, tout ce chapitre sur la caricature et sur en fait toutes les valeurs qui sont attribuées à la lumière, ces nouvelles significations culturelles. Je pense notamment à tous ces jeux sur la dimension érotique de la lumière électrique, par exemple. Est-ce que vous pouvez un peu revenir là-dessus aussi ? À mon avis, les caricaturistes de l'époque là sont parmi les artistes les plus intelligents, c'est-à-dire Cham, Robida et Drané. Ici à gauche, c'est un autre dessin par Cham qui se déroule dans la place de l'Opéra. Et comme vous voyez très nettement, la blague est qu'on ne peut pas tolérer la lumière des lampes à arc. Il fallait, n'est-ce pas, des ombrelles. Et la lumière des lampes était si forte qu'on est penché comme ça, comme s'il y avait une espèce de déluge ou vent dans la place.
Et en face, là, il y a le journal La Caricature qui est né dans les années 30 sous Louis-Philippe par Philippon, mais c'était refait. Ça avait une renaissance pendant cette période, exactement pendant la période de lampe à arc, et c'était refait par Robida. Et ici, c'est un numéro de la caricature qui a été fait et publié pendant un événement incroyable à Paris, c'est-à-dire l'exposition internationale de l'électricité, la première du monde, et c'était à Paris dans le Palais de l'Industrie. Donc ça a donné l'opportunité pour les artistes comme ça de noter, de commenter sur les activités, disons, produites par la confusion et tout des lumières. Et ce qu'on voit, d'un côté, c'était une opportunité de commenter sur les situations, les activités, tout affolant, nouveau, never experienced before. Mais plus important, ça a donné l'opportunité de revenir aux idées très anciennes, c'est-à-dire avec les lampes qui ont produit une espèce de blindness, l'aveuglement. On voit que les hommes, disons les hommes du boulevard, les hommes ont acquis une nouvelle excuse pour les fautes, les activités #MeToo, un peu sexual marauding. C'est-à-dire, par exemple, je dis, je ne savais pas qu'il y avait une personne là. Je n'y vois rien. Parce que je n'y vois rien. Je suis aveugle à cause des lampes. Oh, mais je ne vous touche pas. Moi, je croyais que c'est un rocher parce que je ne vois rien dans la lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? La réputation de nouvel éclairage a donné aux hommes un new alibi for acting badly. Un nouvel alibi pour agir de manière répréhensible. Oui, donc c'est rigolo, mais c'est un peu troublant, n'est-ce pas? C'est complètement paradoxal parce que la lumière est censée écarter l'obscurité, permettre de voir. Ça c'est principal, en fait, parce que on peut dire qu'à l'époque il y avait deux groupes. Il y avait le groupe qui a associé la nouvel éclairage avec l'aveuglement, et l'autre qui l'a associé avec visibilité, n'est-ce pas? Donc les artistes comme ça étaient dans les deux côtés. Ils oscillent entre les deux pôles finalement. Oui, mais et il y avait des autres blagues, bien sûr. On voit ici à droite, en haut, on voit dans un petit morceau de lumière rouge, le monsieur avec la barbe, il dit à son copain, il dit « Ah, j'étais confident qu'un jour tu vas devenir un rouge ». C'est-à-dire rouge, politiquement rouge. Donc on était dans la lumière rouge et on l'a pris comme évidence que son ami enfin était à gauche. Voilà. Beaucoup de petits détails, beaucoup de petites blagues qui sont le produit des clichés et des nouvelles perspectives dans la nouvelle atmosphère visuelle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une sorte de phare avec des vitres colorées, c'est ça, qui projettent Il y avait à l'exposition, il y avait un phare à l'intérieur du palais, bâti pour l'exposition.
Et elle n'avait pas des couleurs, mais c'était inventé par Robida et Drané pour la caricature. Très bonne idée. En tout cas, pour faire un peu le lien entre cette explosion de créativité chez les caricaturistes et par ailleurs chez les artistes, moi je voulais qu'on s'attarde un peu aussi sur ces deux œuvres de Degas et Cassatt, en particulier parce que voilà, je voulais revenir sur le lien entre la modernité, ou pas d'ailleurs, des éclairages et le modernisme. Et puis aussi sur ce point focal un peu sur les œuvres sur papier qui est un petit peu original dans en tout cas l'historiographie sur Cassatt et Degas. Est-ce que vous pourriez juste nous en dire un petit peu plus sur ces globes en particulier? Oui, alors un des événements frappants dans l'histoire du modernisme à Paris à l'époque, c'était le commencement de concentration dans les eaux fortes, dans les gravures, dans les imprimés. Et c'était un effort d'un groupe. C'est-à-dire c'était bien sûr Degas et Cassatt qui étaient très amis, qui ont travaillé ensemble, aussi bien que Camille Pissarro et Félix Bracquemond. On était en train d'imaginer un journal strictement avec les eaux fortes et tout à l'intérieur. Et le titre qu'ils ont choisi, c'était Le jour et la nuit. Donc, les quatre artistes ont plongé dans ce projet et c'était uniquement en noir et blanc, pas de couleur. Et petit à petit, comme j'ai examiné les impressions, j'ai noté que juste au moment quand ils étaient déterminés de publier un journal le jour et la nuit, c'était exactement les mêmes années que j'ai déjà mentionné, qu'on avait cette discussion, ce débat, ces arguments sans arrêt à Paris qui concernent le nouvel éclairage. Le nouvel éclairage à Paris, c'est un peu comme le smartphone à l'époque, c'est-à-dire les mobiles, c'est-à-dire c'était un objet de controversie. Il y avait ce que j'appelle, moi, un peu prétentieusement, dans le livre Illumination Discourse, il y avait un discours sur illumination qui est devenu une obsession dans la culture parisienne. Chaque journal, chaque jour, il y avait un débat qui a concerné les effets et si c'était quelque chose du bien ou quelque chose du mal. Donc, j'ai commencé à voir qu'il y avait, n'est-ce pas, évidemment, une connexion entre les œuvres d'art qui étaient noires et blancs et l'atmosphère qui avait à l'extérieur de contraste. Les noirs et les blancs étaient exagérés et très changés. Et j'ai noté qu'il y avait sans doute une connexion entre cet aspect de production de l'art et les éclairages dehors. Et dans le cas de Mary Cassatt, on voit maintenant un des eaux fortes qu'elle a fait de ce scénario dans son propre appartement avec la lampe à modérateur sans cheminée. Et j'ai commencé à noter qu'il y avait une connexion entre les globes et les lampes à arc à l'extérieur. C'était une métaphore visuelle
Et c'était également une forme de, c'est compliqué, une forme de displacement, une forme de représentation qui était également lampophobia, lampophilia, qui était une espèce d'enthousiasme, aussi bien qu'un denunciation. Un rejet. Un rejet à la fois. Donc c'est compliqué, mais également, comme vous comprenez très très bien, Mary Cassatt, une femme bourgeoise des États-Unis, elle ne pouvait pas circuler librement dans les rues, dans les cirques, dans les restaurants, dans les cafés-concerts et tout, pour décrire la vie parisienne dehors. Donc, elle l'a fait indirectement, à mon avis, de son appartement avec les globes. Degas, c'est un peu différent, bien sûr, mais là, dans cette toute petite eau forte, très intéressante, très amusant, on voit qu'il a créé une similitude entre la tête de chanteuse et les globes à gaz dans le théâtre. Donc, il y a une espèce de famille, si vous voulez, les globes et la tête de la femme, comme si elle aussi est devenue une espèce de machine, comme les lampes. Donc, c'est également entre enthousiasme et critique, je crois. Donc, inquiétude. Inquiétude également, oui, merci. Le jour et la nuit, c'était un faillite, ça n'a pas apparu, mais on a beaucoup d'eau forte qui vit toujours quand même. Oui. C'est difficile à parler français comme ça devant une foule de gens. Mais merci. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Encore des Américains. Encore des Américains. Avec de très très belles scènes nocturnes. Alors celle-là, on y avait vraiment pensé pour l'exposition parce que c'est fascinant. C'est tout ce monde de la ville, de la vie en ville, la nuit. Ce ne sont pas des activités spécifiques de la nuit. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure de Paris la nuit et de tous ces fantasmes sur ce qui se passe la nuit dans les quartiers de loisirs. Mais simplement, moi ce qui me fascine notamment à gauche dans ce tableau de Charles Courtney Curran, c'est l'opposition qu'on a entre le paysage urbain nocturne et le paysage rural nocturne. Dans le paysage rural, qui est l'essentiel du paysage nocturne jusqu'au milieu du XIXe siècle, on peint relativement peu le paysage urbain la nuit jusqu'à cette période-là. Ce qui domine, c'est la lumière naturelle, la lumière de la lune et des étoiles, qui est une lumière froide par essence et une lumière diffuse. Alors qu'au contraire, dans le paysage urbain, et le tableau de Curran en donne un excellent exemple, on a une lumière qui n'est plus froide mais chaude, dans les tonalités chaudes, une lumière qui n'est plus diffuse mais très localisée. Les sources de lumière, d'éclairage en fait, vous avez raison de nous inciter à faire la distinction entre lumière et éclairage. Le livre commence là-dessus presque. Les sources d'éclairage donc sont multiples et non plus uniques. Et elles forment autant de spots, de lucioles, d'une certaine manière, à l'intérieur du tableau. Et les peintres se délectent à représenter ces sources lumineuses et aussi leurs reflets. C'est pas par hasard si la plupart du temps, ces scènes nocturnes sont des scènes de jour de pluie, avec le pavé brillant et les réflexions qui se multiplient. On revient là un petit peu à Van Gogh qu'on voyait au début. Avec les deux toiles par des Américains sur l'écran, on peut noter que une des choses qui m'a frappée, c'est qu'on a pas mal de nocturnes urbains comme ça par les artistes qui n'étaient pas français. Mais dans ce cas, deux Américains,
On a des nocturnes urbains qui moi j'ai baptisé Outsider Nocturnes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des nocturnes comme ça dans la ville peints par les modernistes français. On a commencé, n'est-ce pas, avec le détail de cette toile de Caillebotte, où on a bien sûr le réverbère énorme pendant le jour. C'est-à-dire, si vous connaissez, j'ai bien l'impression que vous connaissez un peu l'histoire de l'impressionnisme français. Il ne faut pas réfléchir beaucoup pour réaliser que toutes les toiles de la ville, la modernité de la ville de Paris, dans ces décades, surtout les décades des 70 et 80, sont les toiles du jour, sont daytime toiles. Et les artistes qui a peint la nuit à Paris, ce n'étaient pas les Français. Première chose. Deuxième chose, ils ont créé un monde de la nuit qui n'est pas dangereux, qui n'est pas sexualisé, où on ne voit pas ni le crime ni la vénalité. C'est pas un monde criminel dangereux. C'est un sort of rêve de perfection. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de violence, tout est parfait. Il y a les lumières qui clignotent, il y a des personnes qui circulent librement. C'est-à-dire, c'est vraiment, ils ont créé une espèce de utopie nocturne, nocturnal utopia. Vous me suivez? Et la question est à la fois pourquoi les Français, qui étaient également les peintres de la vie moderne, n'ont pas peint les espaces comme ça, les places, les boulevards et tout dans la nuit. Je crois que j'ai une réponse à ça, mais pour l'instant, ce qui est intéressant est le nombre des toiles comme ça, surtout par les Américains, mais aussi par les Russes, par les Anglais, par les Irlandais, par les Norvégiens et les Japonais. C'est vrai qu'on a quelques précédents avec Yonkin, par exemple, qui, dans la génération d'avant, peint Paris, mais peint aussi des scènes en Hollande, nocturnes, mais beaucoup plus traditionnelles, si j'ose dire, avec des références qui sont celles des grands modèles du XVIIe siècle. Oui, c'est vrai. Yonkin, il a créé une image de Paris dans la nuit tout à fait différente. C'était beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus sombre. Gloomy, sombre. Oui. Mais c'était avant la naissance, soi-disant naissance de l'impressionnisme. Oui. Question, Hélène. Juste un tout petit détail, pardon Hélène, mais cette absence des impressionnistes dans le champ nocturne, c'est précisément ce qui jusqu'ici et depuis 2 ans plombe le projet d'exposition auquel Pauline faisait référence, parce qu'on a commencé par le nommer, je pense que c'est une erreur, impressionnisme nocturne, et que les Américains, nos partenaires dans le réseau Frame, n'ont entendu qu'impressionnisme quand nous parlions de nocturne. On a essuyé 3 refus en fait de partenaires qui étaient pour l'un pas très sérieux, pour le deuxième très intéressant, Richmond, mais la conclusion de l'Exhibition Committee du Museum of Fine Art de Richmond a été de dire l'expo est intéressante, c'est un beau sujet, mais c'est pas assez impressionniste, donc on la fait pas. C'est dommage, parce que c'est vraiment un très très beau sujet. Je pense qu'on en a de beaux exemples ici. Mais c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas discuter dans un format comme ça qui concerne
disons, les idéologies de modernité. Et il y a, comme vous savez très très bien, il y avait des idées de Baudelaire qui étaient très très forts, qui ont influencé les artistes beaucoup. Et disons, le monde urbain décrit par Baudelaire, c'était un monde dangereux, c'était un monde toujours plein d'éroticisme, de difficultés, de différence des classes, de pauvreté, etc. N'est-ce pas? Ouais. Oui. Et c'est tout ça qui est, how do you say it, is erased by the Americans. Oui, c'est complètement mis de Passé, côté. ouais. Ouais. Même s'il y a, bien sûr le travail qui se déroule dans la toile de Coran, mais c'est heureux, c'est belle, c'est... C'est quotidien en tout cas. Oui, C'est pas et forcément une utopie, mais c'est très quotidien, c'est normal. C'est pas désenchanté. Voilà, c'est pas désenchanté. Ni Exactement. amoral. Oui. Et, c'est frappant dans le livre, il y a des exemples du travail ensuite de Child Ransom, notamment aux États-Unis. Enfin, donc, là, il y a une vue de Boston, mais il y a des nocturnes ensuite à Chicago et à New York. Étudié très très bien par toi, oui. Mais qui sont beaucoup plus dystopiques et on voit tout bien à fait. Soit à cette Chicago, retenue, soit en à fait. New York, soit à Cleveland. Oui. Oui, donc on voit vraiment la différence. Par contraste, oui, ça prouve bien qu'effectivement, il y a une réticence à montrer un certain aspect de la nuit. Oui. Et toujours, en fait, dans cette dimension aussi un peu sulfureuse et encore une fois, le potentiel érotique de la nuit, moi, ce qui me frappe, c'est que quand on dit Paris, en français, hein, pardonnez-moi en français, mais Paris by Night, pour les Français, c'est le Paris nocturne, érotique, etc. C'est amusant de voir qu'en fait, les Américains, justement, le Paris de nuit, ils l'ont assagi, en fait. Et que c'est, au contraire, les artistes étrangers qui ont pris un peu ce relais de représenter Et on doit insister à la fois que les historiens et les sociologues qui ont étudié très soigneusement cette période ont noté que l'expression en anglais nightlife, la vie de nuit, c'est pas exactement pareil en la vie nocturne. Cette expression s'était inventée pendant la période de changement dans l'atmosphère de l'éclairage. C'était dans cette période qu'on a inventé, soi-disant, on a inventé l'idée d'être dans la ville, dans la nuit. C'était d'un côté excitant, d'autre côté dangereux, souvent dans les deux côtés, dans le registre d'éroticisme et tout, oui. C'est-à-dire ce que tu étais en train de dire, que la connexion entre la nuit à Paris et l'éroticisme. C'était un trope très prononcé. Culturellement, Oui. quand on dit Paris by Night, Oui. Mais Paris by Night, on voit tout de suite les lumières de la place Pigalle, du Moulin Rouge, ça brille de partout. C'est Éclairage. l'éclairage. Merci. Ouais. Non, et ce tableau de Munch, il est assez intéressant parce qu'on a justement une espèce de situation ambivalente, encore une fois, entre quelqu'un qui a l'air d'être à l'intérieur, mais qui est encore en chapeau de forme, et presque à l'extérieur. Et moi, j'ai adoré cette idée qu'il avait presque l'air d'être en fait dans un train, donc encore une fois, une référence à la technologie. Et cette porosité en fait entre l'espace extérieur-intérieur, est-ce que ça peut dire aussi des transformations de la société, de la technologie, etc. Oui, également, il y a la situation avec cette toile et quelques autres images. Il a créé les images, disons, en famille. Donc, il y avait quelques toiles et les eaux fortes
avec la même mise en scène, la même iconographie. Mais c'était commencé quand il était un jeune étudiant à Paris. On a également l'espace du seuil, the threshold, entre les deux espaces. Le seuil, ça se dit? Oui, oui. Ouais. Donc, il a mis le monsieur entre, comme tu viens de décrire très très bien, Hélène, entre l'intérieur et l'extérieur. Il est il a toujours le chapeau, même s'il est à l'intérieur, mais il regarde comme ça. Il est à côté de la vitrine et il regarde à l'extérieur. Donc le thème, si vous voulez, c'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a de ailleurs qui n'est pas à l'intérieur? Et il joue beaucoup là avec la lumière de la lune contre les petits morceaux de lumière artificielle de l'autre côté de la vitrine. Mais la lumière de la lune qui vient dans la chambre comme ça, avec les ombres incroyables sur le canapé et tout. Donc il y a de compétition des lumières avec cet homme qui est mystérieux. Mais lui-même n'est plus qu'une ombre aussi. Ça, c'est un phénomène que la nuit permet, c'est d'aplatir. Le personnage n'est plus qu'une silhouette qui se détache non pas en contre-jour, mais en contre-nuit. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que les moyens plastiques sont différents. Dans la nuit, tous les lapins sont gris. Les chats. Ouais. Oui. Mais là aussi, sur le lapin et le chat, il y a quelques développements en matière de sous-entendus sexuels dans le livre. Aussi les chats, pas les lapins. En français, c'est les chats. Oui, mais je ne sais, les chats. mais le livre parle de ça, de ces sous-entendus sexuels avec des images d'animaux, justement. Il y a des passages là-dessus. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit lapin? C'est pas grave. Non, si, c'est grave. C'est chapeau de forme. Oui, peut-être, oui. Oui, et ici, c'est le... mais c'est bien que tout est compliqué. Complexe. Mais souvent, j'ai découvert que quand quelqu'un apprend, a appris à l'époque que j'étais en train d'essayer de toute façon d'écrire, d'analyser les relations assez compliquées entre les arts visuels et les technologies de l'éclairage. En centaines de fois, personnes disent « Oh boy, we're going to read more about Toulouse-Lautrec ». C'est-à-dire, on était confident que s'il y a un artiste qui a produit les affiches, les toiles, qui était là au carrefour de l'art, la modernité, la ville-lumière et l'éclairage nouvel, ça va être Lautrec. Donc, dans le dernier chapitre, c'est-à-dire dans la soi-disant conclusion du livre, c'était vraiment, j'ai admis que je ne pouvais pas faire ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire il n'y avait pas un marche comme ça vers la lumière électrique à Paris. Par contre, c'était un des grandes villes du monde la plus lente dans le développement de l'éclairage électrique, mais more importantly, il paraît que dans une affiche comme ça, c'était pas l'éclairage électrique, ce sont l'éclairage à gaz, c'est-à-dire Toulouse-Lautrec, il est vraiment un artiste principal de Gaseous Paris. Il n'est pas un artiste dans lequel on trouve la lumière électrique. Donc, c'est dans la conclusion, parce que c'est là où il y a a confession
où j'explique pourquoi il y a certaines choses que je n'ai pas étudiées, parce que la description comme ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai pas du tout l'intérêt d'étudier les artistes qui, je sais pas, les œuvres d'art qui ne sont pas complexes ne m'intéressent pas. Donc, je ne dis pas que Toulouse-Lautrec n'est pas complexe, mais il n'est pas un artiste who was involved with this repudiation. And so, anyway, I'm losing my ability to speak anything. Il n'y a pas une relation. Oui, il n'était pas, son art n'a pas exemplifié ce que j'étais en train d'expliquer. Comme ça. Et également, j'ai pas étudié les allégories. Il y avait pas mal d'allégories très intéressantes, allégories de l'éclairage et de la lumière de la période. Également, ça, j'ai pas, à la fin, j'ai pas étudié. Ça, c'est pour un autre livre, et qui plus est, moi, ça m'intéresse parce qu'il y en a beaucoup en sculpture. Et c'est très drôle parce qu'on voit tous ces images de femmes nues qui portent un flambeau, ça c'est très classique, mais qui se mettent à porter du coup des becs de gaz, Ouais. avec des montgolfières, avec des locomotives. C'est une forme d'allégorie qui intègre la modernité. Alors ça nous paraît aujourd'hui pas du tout moderne, mais en réalité c'est une forme de modernité, au moins iconographique, pas du tout formelle, pas du tout plastique, mais qui intègre le monde de la sculpture la plus académique qui plus est. Ça c'est assez fascinant, mais ça sera un beau livre. Les allégories de la modernité en sculpture, magnifique. Oui, il est possible que les femmes nues que j'avais assez après, j'ai écrit un livre sur la prostitution. Painted Love. Oui, I've retired from prostitution now. non, mais oui, j'espère que quelqu'un d'autre va écrire le prochain livre qui va étudier les allégories et les autres choses qui j'ai pas fait, mais anyway. Une très belle conclusion, je crois. Oui, c'est peut-être le moment justement de laisser la parole aux gens qui auraient envie de poser des questions. Je peux vous prêter mon micro d'ailleurs si vous voulez. Je vais y aller. Olivier s'en charge. Il y en a un micro qui circule. On a en ce moment une exposition sur Degas et l'opéra au musée d'Orsay, et on voit comment Degas, jusqu'à la fin de sa vie, y compris en pastel, réinterprète en fait l'opéra Le Pelletier antérieur à l'opéra Garnier. Est-ce que l'opéra Garnier, quand il ouvre en 1875, est encore au gaz? Je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pouvez répondre, ou à quel moment intervient l'électricité sur scène à l'opéra pour les ballets notamment? C'est très, très difficile d'entendre les voix de... can you tell me what she said? C'est l'éclairage intérieur de l'opéra Garnier, c'est ça? Charles Garnier était passionnant pour la lumière électrique. Il était un partisan très fort, donc dès que possible. Et il a vu lui-même que la lumière à gaz dans le nouveau bâtiment, c'était en train de détruire les murs et tout. Donc, dès que possible, il a commandé la lumière électrique à l'intérieur. En fait, il a trouvé un Américain assez important avec le nom Thomas Edison. Et c'était Thomas Edison qui a fait l'éclairage dans l'opéra. C'était pas fait. L'éclairage. Bon, Thomas Edison. L'éclairage qu'il a inventé, qui était si important, n'était pas perfectionné jusqu'à 1979. Et c'était annoncé, disons, c'était ici à Paris en 1981, à l'exposition internationale de l'électricité. Mais
là, plus ou moins vers 80, quelques mois après, il a installé la lumière électrique à l'opéra. Merci. Ouais. Non, il était vraiment... C'est bizarre parce qu'il était contre autre technologie de modernité, Garnier, mais il a adoré la lumière électrique. Il était contre la Tour Eiffel, par exemple. Oui. Oui, alors une petite question en lien avec, finalement, vous avez décrit ce combat entre lumière naturelle et lumière artificielle. Est-ce que quelque part la lumière artificielle ne gagne pas en envahissant carrément le tableau ou le support, comme par exemple avec le théâtre d'ombre qu'on va voir au cabaret du Chat Noir, où finalement là c'est la lumière qui crée le tableau lui-même. Est-ce que c'est la continuité pour vous? Est-ce que c'est totalement différent et finalement c'est juste quelque chose d'anecdotique? Pardon. L'exemple qui est pris, c'est le théâtre d'ombre, qui est créé par la lumière en négatif. Ce qui est intéressant dans les œuvres d'art de cette période est de noter et d'étudier la variété, n'est-ce pas, des réponses. Et à mon avis, on ne trouve pas parmi les artistes qui sont vraiment intéressants, on ne trouve pas évidence d'une déclaration de supériorité ou victoire. Non, c'est toujours, constamment, c'est une situation d'examiner, de penser, d'essayer de trouver le langage visuel pour les nouveaux effets. Mais c'est très difficile de nommer une œuvre d'art dans laquelle on peut dire « Ah, là, la victoire était déclarée ». Non, c'était plus compliqué que ça. Et je suis très content que c'est plus compliqué que ça. Pour ce qui est du théâtre d'ombre, je pense que c'est une forme de spectacle qui est ancienne et qui n'a pas attendu l'éclairage artificiel tel qu'on l'entend là, au gaz ou électrique, pour se manifester. C'était des spectacles forains qui étaient relativement courants, qui demandent des moyens assez modestes. Donc je ne pense pas qu'on puisse y voir une victoire de l'éclairage artificiel. On le faisait à la bougie, on le faisait avec d'autres moyens. Oui, je pense que les deux sont à déconnecter en fait. Un des plus grands, plus importants historiens de la nuit, c'est un historien français qui s'appelle Simon Delattre, qui, à mon avis, a écrit une des histoires de la nuit la plus brillante. Et elle a noté quelque chose qui est si important. Elle a déclaré, dans la neste bourgeois, on préfère la flamme. Is that French? Dans Le nid, le foyer bourgeois. Dans le foyer bourgeois, on préfère la flamme. C'est-à-dire, c'est un mot, non? La flamme? Oui. C'est plus chic, c'est la bougie. C'est-à-dire, jusqu'au présent, n'est-ce pas? Dans une maison bourgeoise correcte, quand on a des invités, n'est-ce pas? Il y a toujours des bougies, n'est-ce pas, sur la table, parce que la lumière à flamme, c'est toujours plus poétique. Oui, plus poétique, plus vivant. Poétique, mais moins vulgaire. C'est une distinction. Plus douce et tout, plus élégant, quoi. C'est les gens qui sont bien élevés allument les bougies quand les invités arrivent. Donc, jusqu'au présent, c'est, à mon avis, c'est parce que chez moi, il y a encore une bataille sur les lampes. Pendant l'administration, peut-être je ne dois pas prononcer le nom Trump ce soir. J'allais évoquer la question des ampoules. Oui, parce qu'il y avait une loi qui était votée en train
doucement, très doucement, d'éliminer les lampes inventées par Thomas Edison parce qu'il mange trop d'électricité. Les lampes à incandescence. Voilà. Et on était en train et c'est très populaire, les lampes LED. Et maintenant, la loi a été changée encore une fois. Donc, il y a maintenant, dans l'année 2000, qu'est-ce qu'on est, 2019, on est toujours en train de battre over light bulbs. Oui, ça continue. Et pour des questions de coquetterie, toujours. Puisque Pas seulement, d'économie d'énergie aussi. Oui, ça Non, mais bien sûr, ça, la c'est raison évoquée par Donald Trump, c'est que les lampes à basse consommation lui donnaient l'air orange. Oui, un mauvais teint. Donc, il y avait Pour revenir à des questions d'histoire de l'art, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, si vous permettez, c'est que dans les musées, comme dans notre quotidien, on est en train de vivre un changement de type de lumière. On passe à des lumières blanches, lumière du jour, alors qu'on avait des lumières jaunes. Et le contraste est compliqué. Quand un musée est éclairé entièrement avec des lumières halogènes, plutôt jaunes, ou entièrement avec des lumières LED, on ne se pose pas la question. Mais quand on passe d'une salle à lumière jaune à une salle à lumière blanche et inversement, on voit la différence. Et dans un cas, le passage du jaune au blanc nous paraît très clinique, très froid, très pas au service des œuvres, et puis on s'habitue. Et quand on repasse dans l'autre sens de l'éclairage plutôt blanc à l'éclairage plutôt jaune, on a l'impression d'une lumière sale, d'une lumière terne. C'est très frappant. On est dans une période là, vraiment, en quelques années, ça a commencé, et dans quelques années, ce sera terminé, parce que les lampes halogènes ne sont plus fabriquées, ne sont plus vendues. Donc les musées, comme vous chez vous, sont obligés de passer à la lumière LED, globalement plus blanche. C'est lumière LED, ça c'est le nom en français? LED, LED, pas au sens de l'adjectif. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, on voit nettement que les musées qui sont riches ont transformé la lumière. Ils ont tous les bulbes LED, et les musées qui ne sont pas si riches ont toujours l'incandescent lamp. C'est vraiment un système de classe, vraiment. Il y a de ça, mais dans quelques années, je ne sais pas aux États-Unis, mais en Europe, on n'aura pas le choix. Parce que les lampes halogènes, les lampes à incandescence, sont interdites de fabrication depuis un an. C'était comme ça chez nous jusqu'à récemment. Oui. Oui. Non, juste une petite remarque sur les lampes LEDs. C'est que je pense qu'on ne peut plus connecter la production et l'intensité de la lumière à l'électricité, parce que les LEDs consomment très peu d'électricité, mais on peut être débordé de trop de lumière quand même. C'est un autre sujet. Mais est-ce que dans la peinture de cette époque, la question de la fantasmagorie et du mystère est évoquée en lien avec la présence ou l'absence de lumière? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Moi, je pense à ça dans la littérature, je pense à ça en philosophie à cette époque, un peu après. Il y a eu, avec Victor Hugo, avec l'écriture de Ernst Bloch, qui a parlé de Edison et son ampoule comme étant le responsable du manque d'imaginaire et du triomphe du rationalisme. On trouve souvent parmi les voix qui ont critiqué les nouveaux éclairages, on découvre souvent l'idée que la nuit est en train de perdre sa magie, c'est-à-dire l'éclairage, tout la magie. Donc, je crois que ça c'est connexionné avec ce que vous venez de dire. Mais c'est compliqué parce que il y a également, comme toujours, il y a une différence de classe énorme. Si on est dans un quartier de la ville, sans beaucoup de réverbères, sans beaucoup de lumière, quoi. Et on est toujours dans le noir, et ce sont les quartiers souvent qui sont un peu
les quartiers dangereux, comme on a dit Louis Chevalier. Là, pour les grands bourgeois, ça c'est magique, mais pour les pauvres, ça manque de la magie. Oui, c'est comme ça. Annette? Oui, peut-être qu'on peut enchaîner avec Annette Audiquet, Musée du Havre, parce que ces questions-là seront présentes dans l'exposition Olivier. à venir. Oui, non, effectivement, on est en train de préparer une exposition dans le cadre de l'édition prochaine du Festival Normandie Impressionniste autour de ces changements en fait du nocturne urbain. L'exposition s'appellera Nuits électriques et on en parlait avec Oli. Elle me grondait à midi en me disant c'est pas du tout le sujet de l'exposition. Effectivement, c'est plutôt un titre et l'idée est vraiment d'évoquer comment la promenade, la traversée de la ville est vraiment sujet d'expériences visuelles différentes, puisque dans l'ombre existe toujours, la nuit ombreuse existe toujours dans ces quartiers populaires, parallèlement à des quartiers très éclairés, des quartiers moins éclairés, des quartiers plus froidement éclairés avec l'électricité à arc. On pense aussi aux chantiers, on pense aussi aux zones industrielles. Et en fait, comment les artistes réagissent à tous ces changements et effectivement, tous ces discours autour de la lumière, ils sont importants. Ils provoquent le rejet, ils provoquent la fascination, et tout ça coexiste dans ces années et jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Où quand même je rappelle que le deuxième manifeste futuriste a comme titre « Tuons le clair de lune ». Tuons le clair de lune. Ah oui. C'est le titre du deuxième manifeste futuriste. Donc la fascination portée jusqu'à... Marinetti dit qu'il prie tous les jours devant une lumière électrique, devant une ampoule électrique. Donc de cette fascination à cette fascination répond aussi une nostalgie de la nuit, un rejet de cette lumière omniprésente. Et tout ça est très complexe et en fait finalement passionnant. C'est un moment tout à fait différent au niveau de technologie, au niveau de politique, au niveau de tout. C'est pour ça que je me suis arrêtée dans l'année 1890. Terminé, parce qu'après ça, tout a commencé à changer et la situation était tout à fait différente. Et comme vous savez très très bien, on ne peut pas expliquer tout. Il faut choisir des chapitres de l'histoire de l'art, de l'histoire. Autrement, ça devient une généralisation qui ne tient pas, à mon avis. Mais on sera sur des évocations et c'est simplement pour une espèce de mosaïque en fait de réactions de ces artistes qui nous parlent de ces changements. Et qui les inspirent et qui les amènent à de nouveaux sujets, à de nouvelles inventions formelles. Moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Comment la nuit devient un sujet, y compris pour la photographie. On en parlait tout à l'heure. La photographie apparaît en 1839, mais elle doit attendre une cinquantaine d'années avant d'être techniquement capable de capter une image en conditions de faible lumière. Alors il faut des temps de pause longs, mais dans les années 1880, moi j'étais passionné par un photographe qui s'appelle Gabriel Lopé, qui fait des choses merveilleuses dans les années 1880-89. Il fait des photographies nocturnes de Paris la nuit et de la Tour Eiffel notamment. Il a la chance d'avoir un appartement qui donne sur la Tour Eiffel en chantier. Et il fait des photos magnifiques. Il est vraiment un des pionniers de cette photographie nocturne. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question ? Oui, s'il y en a encore une. Vous avez évoqué les peintres impressionnistes. Moi, j'ai pensé à Maximilien Luce, qui a été fortement influencé par la lumière artificielle. Donc, est-ce qu'il était dans votre étude ou c'était la frontière temporelle ? Alors qu'il était post-impressionniste, bon, pas vraiment. Vous avez bien raison.
Merci. Maximilien Luce a beaucoup produit. C'est un catalogue raisonné assez faramineux, mais il a effectivement peint plusieurs scènes urbaines nocturnes. C'est l'un de ces artistes qui s'intéresse à ces sujets-là. Alors peut-être moins Paris que la banlieue. Luce, c'est un peintre qui s'intéresse beaucoup à la proche banlieue de Paris, mais Pour moi, il a bien raison. Si on va étudier la connexion entre la peintre de la vie moderne et les éclairages, il faut étudier Maximilien Luce, mais pour moi, c'était la prochaine génération. J'ai l'idée que c'est vous qui va écrire la prochaine volume. Hein? On peut faire le contrat ce soir, si vous voulez. Pourquoi pas? Alors, merci beaucoup. Avant de conclure, donc, je rappelle que l'ouvrage est disponible à la bibliothèque de l'INHA et qu'il est très richement illustré en couleurs. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance le 21 novembre. Ce sera encore un jeudi. Cette année, on a réussi à mettre toutes nos séances le jeudi, donc n'hésitez pas à prendre la plaquette. Et on a même une séance qui va se rajouter le 30 avril sur l'architecture gothique flamboyante. Mais le 21 novembre, ce sera à propos de la culture visuelle chrétienne du Congo, du royaume du Congo, avec un K, un ouvrage de Cécile Fromont, professeur à l'université de Yale, et avec la présence d'un écrivain, Wilfried Sondé. Merci et bravo à nos intervenants.